Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire Faire le choix de la franchise proposé par BGE. Donc moi, je m'appelle Anne-Gaëlle Perrault, je suis directrice communication du réseau BGE. Je suis ravie de passer l'heure qui vient avec vous. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore BGE, je prends juste quelques secondes pour vous rappeler qui on est. Donc BGE, c'est un réseau d'appui à la création et au développement des entreprises. Depuis en gros 40 ans, notre métier, c'est de conseiller et former les entrepreneurs futurs ou installés pour les aider à réussir durablement. Et pour ça, on intervient à toutes les étapes d'un projet entrepreneurial, depuis l'émergence de l'idée jusqu'au développement de l'entreprise. Et en gros, chaque année, c'est à peu près 100 000 personnes qui poussent la porte de BGE, plus de 50 000 qui sont accompagnés et aussi 35 000 entrepreneurs installés et chefs d'entreprise qui sont accompagnés dans leur développement. Et en gros, aujourd'hui, BGE, c'est à peu près 550 implantations sur tout le territoire, y compris l'outre-mer, et 1300 conseillers formateurs qui accompagnent au quotidien des entrepreneurs en devenir ou installés. Alors aujourd'hui, c'est le 3e webinaire de notre série de webinaires Talent BGE, donc qui donne la parole à des entrepreneurs accompagnés par BGE. Donc aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat franchisé. Et on va explorer cette opportunité-là comme possibilité d'accès et de développement de l'entrepreneuriat. Donc c'est le 3e d'une série, il en restera un webinaire la semaine prochaine. Et donc, du coup, pour parler de cette thématique, on accueille donc 2 entrepreneurs. Alors, je vais les laisser se présenter. Alors, Julien. Bonjour à tous, alors moi c'est Julien Sauty, j'ai 38 ans et j'ai créé le restaurant Pitaya à Nevers. Voilà, à la suite d'un changement professionnel où j'ai été salarié pendant 15 ans et j'ai souhaité de me réorienter sur la restauration en créant un restaurant, voilà, en franchise. Merci, on va revenir bien plus en détail dans quelques minutes. Et Richard. Donc Richard Fontaine, 55 ans, et j'ai décidé de me mettre à mon compte. Ça faisait à peu près une dizaine d'années que j'espérais me mettre un jour à mon compte. Et puis il y a eu l'occasion qui a fait que dans le domaine où j'exerce depuis une trentaine d'années, dans la climatisation, pompe à chaleur, chauffage. Voilà. Merci. Ça va être super intéressant parce que Julien et Richard ont choisi des secteurs d'activité très différents, donc ça va apporter des témoignages complémentaires. Donc, d'ailleurs, effectivement, pour repréciser bien, ces webinaires sont vraiment l'occasion de s'appuyer et de partager le témoignage et l'expérience d'entrepreneurs. Ce ne sont pas des webinaires techniques avec des experts qui vont vous donner des conseils précis, généralisables. Là, voilà, vraiment, l'idée, c'est de partager l'expérience de personnes qui l'ont vécu pour que ça puisse aussi vous aider dans votre propre réflexion. Et juste pour un peu contextualiser, c'est vrai que la franchise, aujourd'hui, c'est un marché qui, en 2021, qui représentait près de 2000 réseaux, 80 000 points de vente et en tout à peu près 450 000 salariés. Donc, c'est vrai que c'est un secteur qui est très important, qui est en pleine croissance parce que depuis 2015, c'est aussi un secteur qui a augmenté de 14% son nombre de points de vente. Donc, c'est vrai que c'est une belle... c'est un secteur très dynamique et qui peut vraiment offrir des opportunités pour des personnes qui envisagent et souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat, mais n'ont pas forcément l'idée avec un L majuscule qui n'aurait jamais été faite encore. Et donc voilà, l'objectif aujourd'hui, c'est pour celles et ceux qui se posent la question, faire le choix de la franchise, est-ce le bon choix pour vous? Et ben c'est le sujet dont on va parler dans l'heure qui vient. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, 2-3 petites infos pratiques pour vous dire. Donc, vous avez un onglet questions qui est différent de celui du chat. Donc, c'est vraiment dans l'onglet questions que vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau et de la discussion qu'on va avoir. On y répondra plus à la fin parce qu'il y a certainement aussi des questions auxquelles vous trouverez les réponses au fil des discussions. Vous pouvez aussi voter pour les questions qui ont déjà été posées. Donc, je vous invite à vraiment d'abord lire le flux de questions pour ne pas risquer de poser plusieurs fois la même et plutôt de voter pour celles qui vous correspondent aussi. Comme ça permettra de pouvoir les prendre aussi en fonction de celles qui répondent au plus grand nombre. Voilà pour les petites infos pratiques. Et du coup, sans plus attendre, on va démarrer.
Donc, en revenant, pardon, j'avais oublié de faire défiler le PowerPoint. Donc, on va démarrer justement en revenant sur le déclic. Qu'est-ce qui vous a fait vous lancer dans la franchise? Et donc, peut-être commencer avec vous, Richard. Voilà, vous l'aviez dit, mais très, très brièvement dans la présentation. Quel est votre parcours et comment vous en êtes arrivé à l'entrepreneuriat? Alors, tout simplement, moi, j'ai un peu grimpé les échelons en passant de technicien de maintenance à chef d'agence, parce que ce qu'on appelait dans la société où j'ai la dernière société, c'était manager d'activité. Suite à une rupture conventionnelle, ça m'a permis de me poser beaucoup de questions. Et comme ça faisait 10 ans que je me posais la question à savoir pour monter ma société, je me suis dirigé en premier lieu à des sociétés, à racheter des sociétés. Ça c'est sur 2-3 sociétés, ça s'est pas fait. Et vraiment par hasard, je suis tombé sur des franchises. Enfin, il n'y en a pas beaucoup en France, il y en a 2 qui sont spécialisés dans la climatisation pompe à chaleur. Et donc c'est comme ça que j'ai connu la franchise concernant mon métier. Et donc j'ai fait le choix sur l'une des 2. Et c'est comme ça que ça a commencé. Très bien, merci. Et vous, Julien, quel est votre parcours? Comment vous en êtes arrivé à entreprendre? Alors moi, pareil, j'ai travaillé donc 15 ans dans le commerce de gros en lien avec la grande distribution. Voilà, je roulais beaucoup, j'étais sur la route tout le temps. Et au fur et à mesure de mon expérience, j'ai souhaité un petit peu changer d'univers. Et je voulais pas reprendre à zéro dans une nouvelle entreprise. Je voulais vraiment essayer de créer quelque chose. Donc voilà, j'ai commencé par le salon de la franchise en 2019, où j'ai pris, avant d'y aller évidemment, plein de renseignements. J'ai essayé de me fixer sur un marché bien spécifique. Et voilà, après j'ai mis 2 ans en étant à la fois salarié et à la fois en travaillant sur mon projet pour essayer de le faire aboutir. On va revenir un peu après sur le déroulé de toute la préparation. Et concrètement, s'il n'y avait pas eu cette opportunité de la franchise, est-ce que vous pensez que vous auriez sauté le pas de l'entrepreneuriat ou c'est vraiment ce qui a été le déclic, cette possibilité d'entreprendre en franchise? Voilà, Julien, pour continuer dans la lancée. Oui. Disons que pour moi, la franchise, c'est un passage qui permet de sécuriser pas mal de choses quand on veut devenir entrepreneur, dans le sens où on peut travailler avec des réseaux qui sont déjà éprouvés, des produits qui existent déjà. On peut essayer de voir si ça fonctionne ailleurs. L'idée, c'est vraiment de comparer, se renseigner, parce que devenir entrepreneur, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'engagement. Et le but, en fait, c'est de se tromper le moins possible pour réussir après tout de suite derrière. Et vous, Richard? Donc la franchise, pour moi, elle a tout ça. Alors pareil, ça a été un peu. Alors c'est une question Alors moi, contrairement à Julien, j'étais dans l'obligation, on va dire, de racheter soit une société ou soit de prendre avec une franchise. Pourquoi? Parce que tout simplement, étant opéré 2 fois du dos, je ne pouvais pas me permettre physiquement de prendre moi, en tant qu'artisan, de faire le travail. Donc c'était soit je rachetais une société, ou soit je me lançais donc dans la franchise. Et ça a été un choix par rapport au fait qu'on nous aide énormément par rapport à une franchise. On a beaucoup d'éléments qui permettent d'aller beaucoup plus vite également. Donc ça a été un choix par rapport à ça. Oui, ça permet justement, c'est vrai que Richard, vous l'aviez dit en préparant ce webinaire, vous avez une reconnaissance travailleur handicapé et c'est vrai que du coup aussi l'entrepreneuriat, il ne faut pas en avoir peur parce que voilà, c'est aussi une opportunité. Effectivement, peut-être que la franchise, ça peut aussi lever certains obstacles. Dans ce cas-là, c'est important de l'avoir en tête. Donc effectivement, quand même, ça a permis de passer le pas. Et donc, si on peut revenir juste un peu plus en détail, si vous pouvez détailler un peu justement les avantages pour vous de la franchise qui ont fait que c'est quelque chose qui vous a correspondu. Julien? Je vais commencer. Ouais. Pour moi, dans la restauration, si vous voulez,
Donc, soit c'était un restaurant traditionnel avec un cuisinier. Donc, je ne suis pas cuisinier. L'idée, c'était d'être dépendant après de quelqu'un. Donc, la franchise, en fait, il vous apporte la formation, il vous apporte le produit, il vous apporte le concept, la déco du restaurant, il vous aide à l'implantation, il vous conseille sur vos choix financiers par rapport aux banques. Enfin, il y a vraiment un accompagnement du départ du réseau de franchise qui vous aide vraiment à développer votre projet. Ensuite, ça reste évidemment beaucoup de travail personnel, hein, puisque vous êtes le chef d'entreprise et c'est vous qui décidez, par exemple, où allons-nous s'implanter, dans quelles conditions, vous négociez votre bail. Mais il y a toujours la franchise derrière pour vous accompagner. Et les produits, en fait, dans la restauration, c'est le produit, c'est primordial. Vos achats, votre gestion de stock, votre gestion de caisse. Donc, la franchise apporte tout l'accompagnement nécessaire avec les logiciels, avec des formateurs qui viennent vous aider, qui viennent former vos équipes. Voilà, c'est tout l'accompagnement que ça engendre derrière. Surtout qu'effectivement, en plus, Julien, vous l'avez bien dit, vous avez complètement changé de secteur et être allé dans le secteur de la restauration qui est aussi très réglementé, voilà, qui est très encadré. Donc, il faut aussi pouvoir se former, rentrer dans ce secteur-là. Donc, effectivement, en étant accompagné, c'est aussi un vrai soutien. Bah, disons que c'est primordial parce que toutes les normes d'hygiène, toute la fonctionnalité des cuisines, en fait, comment ça fonctionne et tout. Moi, j'ai été formé 3 semaines par l'enseigne. Et ensuite, en lien avec l'enseigne, on a formé toutes mes équipes pendant 3 semaines également. Donc voilà, eux, ils ont l'expérience de ça, c'est-à-dire que vous ouvrez un restaurant sans franchise quand vous n'êtes pas de la restauration, c'est impossible de mettre tout ça en place sans expérience. Donc voilà. Oui, j'en profite, je vois Livia qui demande si vous avez fait la formation de cuisinier avec l'enseigne. Oui, voilà. Enfin, ça reste Pitaya, si vous ne connaissez pas, c'est de la restauration rapide, la street food. Donc, c'est des recettes assez simples. Il y a 15 recettes assez simples à reproduire. Mais effectivement, pendant les 3 semaines, j'ai fait que du restaurant. Donc, formation cuisine, évidemment, gestion de stock, gestion des DLC, gestion du restaurant en général, en fait. Voilà, donc vous n'aviez pas de formation de cuisinier avant. Non, avant, non, j'avais rien du tout. J'ai juste passé, moi, avant d'y aller. Ouais, c'est vraiment une pleine reconversion. J'ai juste passé avant d'y aller. Le HACCP, donc c'est toutes les réglementations hygiène en restauration, et le permis d'exploitation d'une licence de restauration. On pourrait y revenir après peut-être plus en détail s'il y a des questions dessus. Et vous, du coup, Richard, donc vous êtes traité dans le même secteur, vous aviez déjà une vraie connaissance, expertise technique, connaissance du marché et de certains produits. Donc, si vous pouvez détailler les avantages de la franchise pour vous, même si vous l'aviez dit, au départ, vous recherchiez plutôt une entreprise à reprendre, et puis du coup, comme ça ne s'est pas fait, voilà, quels étaient les avantages pour vous de la franchise? Alors, par rapport, si on peut faire justement la comparaison entre racheter une entreprise et puis ouvrir une franchise, c'est que derrière, on est accompagné par le réseau, on est accompagné notamment, comme disait Julien, par une formation. Alors moi, j'ai fait aussi 3 semaines de formation, c'était logiquement partagé comme ça, c'est-à-dire une semaine administrative, une semaine commerciale, une semaine technique. Donc le technique étant depuis 30 ans dans le métier et que j'en ai fait sur le terrain, ça a été beaucoup plus rapide. Je me suis plus focalisé plus sur le côté administratif pour côté franchise et surtout le côté commercial. L'avantage de passer par une franchise aussi, c'est que derrière, c'est un peu, je rejoins Julien, mais je pense qu'il y a beaucoup de franchises, quasiment toutes, je pense, c'est que derrière, vous avez un avantage au niveau des achats. Vous êtes sur une franchise et donc vous mettez en tant qu'artisan, vous n'avez pas les mêmes remises. Enfin, moi, pour parler de mon métier, vous n'avez pas les mêmes remises chez les fournisseurs que quand vous avez la force, entre guillemets, même si Caltea est encore jeune comme franchise c'est de 2018, on a quand même un avantage avec notre fondateur qui a on va dire, discuté les remises comme si on était une franchise au niveau national. Et donc, c'est ça c'est tous ces avantages-là qui font qu'à un moment donné, vous êtes très bien épaulé par rapport au réseau de franchise. Formation, suivi, développement commercial. J'ai encore vu le fondateur qui lui suit quand même et qui se déplace et qui vient nous voir en agence. Ça en fait partie de ces avantages-là.
pour mon cas, si j'avais racheté une société, hormis des collègues qui ont fait la même chose et qui ont certainement fait des erreurs et qui m'auraient dit voilà, il ne faut pas que tu fasses comme ça, mais il n'y aurait pas eu plus d'accompagnement que ça. C'est l'avantage, moi, surtout, c'est le gros avantage d'un réseau de franchise, c'est ça, c'est l'accompagnement. Que ce soit au niveau formation, que ce soit dans tous les domaines, quoi. Ça, c'est hyper important, c'est hyper encourageant. Vous n'êtes pas seul, quoi. Ouais. Aussi, ce que vous aviez dit, ce qui me semble très important si on veut s'engager dans le choix de la franchise, c'est justement comment on choisit son réseau de franchise. Hein, vous l'avez dit tous les deux, ça c'est vraiment primordial. Et typiquement, il y a des choses un peu différentes qui peuvent rentrer en ligne de compte dans vos expériences. Richard, vous le disiez, vous, il y avait 2 réseaux dans votre secteur, mais ce qui a fait la différence, justement, c'est l'approche peut-être un peu humaine, si vous voulez bien revenir là-dessus. Et Julien pourra aussi en parler sur le temps et la manière, la méthode aussi que vous avez eue après pour justement faire le bon choix de franchise. Ça, je pense que c'est intéressant. Oui, Richard, sur comment vous avez fait pour choisir le réseau. Alors les deux, oui, moi c'est plus facile que Julien, je suppose. Quand vous avez que 2 franchises, ça fait moins de réflexion à avoir. Et comme vous dites, au niveau humain, moi c'est hyper important déjà dans mon entreprise. Donc ça a été aussi le choix par rapport à ça. Alors c'est vrai que c'est peut-être une erreur, mais j'ai pas rencontré. J'ai vu plus de vidéos que de rencontrer du personnel ou le fondateur de l'autre franchise. Mais c'est vrai que ça a tout de suite accroché avec le fondateur de Caltea. Et surtout à la journée de découverte, c'est hyper familial. Lui travaille dans la franchise, sa femme travaille dans la franchise. Enfin, voilà, je veux dire, il y a un côté humain, comme vous dites, qui est pour moi hyper intéressant et important. Et c'est ce qui m'a fait justement aller vers Caltea. Et vous, Julien, comment vous y êtes pris pour trouver la franchise qui pouvait vous correspondre? Alors, donc, moi, dans la restauration, des enseignes de franchise, il y en a 1000 peut-être. Du coup, l'idée, je suis parti. Mon point de départ à moi, c'était de créer un restaurant à Nevers avec un produit qui n'existait pas. Donc, ça a été mon point de départ à moi. Pas de burger, pas de pizza, pas de choses qui existent déjà. Donc, suite à ça, on était au salon de la franchise avec mon épouse, donc à Paris, et on avait sélectionné plusieurs types de produits. On avait des tacos, des bagels, la cuisine asiatique. Et on a donc rencontré des enseignes, aussi par rapport à notre budget, parce qu'il faut savoir que les franchises demandent un apport personnel. Donc voilà, on ne pouvait pas se lancer à ouvrir je sais pas, je dis une bêtise, un hippopotamus avec 200 000 euros d'apport perso, parce qu'on ne les avait pas. Donc on a sélectionné aussi les enseignes par rapport à nos budgets. Et donc après, pareil, on a rencontré les enseignes. Ensuite, moi j'étais en journée d'immersion en restaurant. On a fait des journées découvertes aussi auprès de plusieurs enseignes. Et au final, on a même contacté des franchisés pour savoir un petit peu comment ça fonctionnait au sein du réseau. Donc aussi bien des franchisés où le nom était donné par les enseignes que des franchisés qu'on a été voir comme ça sans vraiment se présenter pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. L'idée, c'est d'enquêter un petit peu en fait. Voilà. Et donc le choix final, il s'est fait en numéro 1, c'était évidemment le produit, la qualité du produit, ensuite qualité du concept, l'innovation. Et au final, voilà, Pitaya, c'est pareil, ils ont été à l'écoute parce que moi j'ai développé mon projet en plein Covid, donc c'était compliqué, surtout en changement de professionnel comme moi. Ils ont été à l'écoute, ils ont attendu, ils m'ont aidé à régler différentes problématiques que j'ai rencontrées durant la création du projet. Et voilà, c'est un ensemble de choses, en fait, plein de facteurs cumulés les uns derrière les autres qui ont fait que j'ai choisi Pitaya. Il y avait d'autres enseignes qui étaient intéressées, moi, par mon profil et par mon projet. Et c'est durant cette enquête-là, en fait, si vous voulez, ça a été difficile parfois, mais j'ai dit non. Alors que j'étais avancé sur certains projets, j'ai dit non, j'y vais pas pour les raisons qui me sont propres. Et surtout parce que je pensais que ça allait pas fonctionner. Pas comme j'espérais, en tout cas.
Oui, en tout cas, et donc ce qui est très important, en fait, ce qu'on voit, c'est que franchise ou pas franchise, on est vraiment au cœur de tout projet entrepreneurial. Avant de vous lancer, effectivement, l'idée qu'elle vienne de vous, de quelqu'un d'autre, il faut la challenger, il faut l'observer par rapport, comme vous dites, à différents facteurs que vous devez fixer par rapport à vous-même aussi, ceux qui sont les vôtres, mais toujours challenger aussi le concept, en tout cas, pour être sûr qu'il vous correspond, qu'il est viable, qu'il est rentable dans le temps, qu'il va correspondre aussi à la cible, au marché. Ça, c'est hyper important, que ce soit votre projet. Il faut faire super attention. Ouais. Allez-y. Juste un mot, il faut faire super attention parce que les franchiseurs, quand vous les rencontrez, c'est des commerciaux avant tout. Donc, ils savent vendre leur concept. Et moi, quand j'étais donc au salon de la franchise, honnêtement, à chaque rendez-vous, je me demandais où est-ce qu'il fallait signer. Parce que quand on les écoute, le produit, c'est le meilleur, la rentabilité, elle est sublime. Enfin, donc, faut prendre du recul tout le temps. Et pour faire les bons choix, il faut prendre du recul et bien enquêter et bien se renseigner. Ouais, et notamment, du coup, justement, quelles sont. Alors, vous n'avez pas forcément d'ailleurs eu les mêmes démarches, mais vous, quelles ont été les démarches spécifiques liées à l'ouverture de votre établissement franchisé? Par exemple, Richard, vous, en ce qui vous concerne, quelles ont été les démarches particulières? Alors, moi, il a fallu, alors contrairement à certaines franchises, je sais que vous n'êtes pas forcément chef d'entreprise. Moi, il a fallu que j'ouvre une entreprise pour ouvrir Caltea, une franchise Caltea. Et après les démarches, bah, c'est comme si j'avais été artisan. Hein, c'est l'immatriculation. Après, vous signez le contrat avec la franchise. Enfin, en général, c'est même avant. Bon, en tout cas, moi, je l'ai même fait avant. Et puis après, c'est une démarche contractuelle vis-à-vis du réseau. Il y a des obligations. Moi, je sais que j'avais une obligation contractuelle avec le réseau d'être dans un passage avec beaucoup de vues. Là, aujourd'hui, je suis au niveau d'un rond-point au niveau de Sarrebourg où j'ai 8 à 10 000 passages jour de véhicules. Donc, et puis, je suis en plein dans le rond-point, donc on risque pas de me. Enfin, pas dans le rond-point, mais à côté du rond-point, bien sûr. Mais, on me voit, et donc ça, c'était une obligation. Après, il y avait une obligation vis-à-vis du contrat également, c'était d'ouvrir un showroom. Voilà, c'est plus des obligations comme ça contractuelles. Après, ouvrir une franchise, après, pour ma part, c'était comme ça. Ça a été très rapide. L'immatriculation a été très rapide. En un mois, j'avais mon numéro de SIRET, j'avais tous les papiers qu'il fallait pour ouvrir la société. Donc, ça a été, pour moi, c'était rapide. Rapide. Et donc, effectivement, il y a un ticket d'entrée hein, quand on veut lancer une franchise, c'est ça, donc qui dépend de chaque réseau. Et du coup, on a quelqu'un, Frédéric, qui demande en combien de temps le montant du ticket peut être amorti pour vous. Donc, en ce qui vous concerne, Richard, du coup, ce ticket d'entrée, comment vous l'avez est-ce que vous avez évalué justement sous combien de temps vous pourriez l'amortir? Alors, je n'ai pas évalué en soi, mais c'est vrai que moi, dans mon domaine, j'ai surtout eu du mal à trouver du personnel. Alors, administratif, non. Hein, mon assistante, ça, j'ai pas eu de mal. En une semaine, j'ai eu une cinquantaine de CV. Même pas en une semaine, d'ailleurs, en 5 jours, je crois. Par contre, le technicien monteur qui fait les travaux, en gros, j'ai ouvert Caltea le 3 janvier. Il est arrivé fin février. Donc, c'est sûr que janvier-février, j'avais pas de chiffres, déjà. Donc, tout ça, c'est pareil, il faut prévoir. C'est quelque chose parce que derrière, vous payez quand même votre local, vous payez déjà la première personne. Donc, ça fait partie un peu de la petite trésor qu'il faut avoir. Et donc, on va dire, la partie bancaire, ça. Mais voilà, après, pour dire, je dirais dans les 6 mois, c'était largement fait. Même si je compte les 2 mois de vide, on va dire. C'était largement fait. Moi, j'ai eu un droit d'ouverture de 14 900 hors taxe exactement, pour pas dire 15 000. Donc ça a été assez rapide. C'est quand même parti très très bien. Dès les premiers mois, sans compter les 2 mois que je vous disais, mais dès les premiers mois, c'est bien parti quand même. Après, c'est un métier qui est, on va dire, un métier d'avenir, comme on dit. La pompe à chaleur, climatisation, c'est quelque chose où je m'inquiète pas trop par rapport à ça.
Très bien, merci. C'est très clair, merci beaucoup. Et Julien, de votre côté, en termes d'obligations ou démarches particulières, qu'est-ce qui est notable? Nous, donc, juste, je vais revenir là sur le ticket d'entrée. Nous, par exemple, on paye le ticket d'entrée à Pitaya, mais le premier jour de l'ouverture, rien que le nom de l'enseigne, en fait, on avait la file d'attente de 10h le matin devant le restaurant, en fait. Donc là, on le rentabilise tout de suite, si vous voulez, ce ticket-là, parce qu'on profite de la renommée de l'enseigne, finalement. Il a intégré au budget global de la création d'entreprise. Mais voilà. La force d'une marque, c'est hyper important, et la franchise, en fait, ça sert à ça aussi. Moi, donc, du coup, le plus difficile, en fait, c'était de trouver un prêt et de signer mon local. C'est-à-dire qu'il y avait un super local, moi, qui était intéressant à Nevers, à côté du cinéma. Et avec le Covid et tout, c'était un peu compliqué pour signer. Et je me suis accroché, j'ai pas lâché. Mon business plan, c'est pareil, j'ai travaillé avec BGE. On a travaillé du départ avec BGE. Du coup, j'ai demandé un financement qui n'est pas passé tout de suite auprès des banques. J'ai retravaillé mon business plan, j'ai retravaillé ma demande de financement. Et au final, j'ai réussi à avoir donc, mon financement au bout de plusieurs refus. Mais il ne faut pas lâcher, en fait, tout simplement. Et puis, donc, ça faisait 1 an et demi que je travaillais sur le projet. Ce qui bloquait, c'était le local. Au mois de juillet 2021, j'ai signé ma promesse de bail, j'ai signé mon contrat de franchise, j'ai démissionné de mon entreprise et j'ai signé mon prêt bancaire. Tout dans le même mois. Donc en fait, voilà, ça peut aller très très vite. Ça, de toute façon, vous deux, Richard et Julien, vous l'avez mis en avant, hein, ça a été rapide, hein, quand même, hein, l'ensemble des démarches. Donc ça, c'est important. Ouais, les démarches, ça. Ouais. En fait, il faut travailler le projet en amont. Oui. Oui, ça c'est sûr. Il ne faut pas attendre que les choses se passent quand même. Quoi qu'il arrive, ça reste aussi, c'est ce qu'on disait, un projet entrepreneurial avant tout, hein, que ce soit franchise ou pas franchise, c'est quand même à vous de prendre la main et de faire que les choses avancent, en résumé, hein, ça c'est clair. Et du coup, est-ce que pour vous, il y a je ne sais pas, la contrainte ou le point qui fait, selon vous, que la franchise, ça peut ne pas être pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des choses à savoir? Par exemple, je sais que vous, Julien, ce que vous disiez par rapport à, en plus, le projet dans la restauration, c'est qu'il y a beaucoup de process, de choses qui sont vraiment un peu figées, quoi, par le réseau et qu'il faut suivre. Donc après, il faut accepter ça, ça fait partie du jeu, quoi. Il faut accepter, exactement. Nous, on a donc la carte, tout simplement, les plats qu'on propose à nos clients. On est obligé de respecter la carte à 100%, dans le sens où parfois il y a des nouveautés. Donc il faut les mettre en place. Souvent, c'est des lancements au niveau national. Donc il faut être prêt au jour J, pour lancer la nouvelle recette. Voilà. Au niveau des produits, c'est pareil. On est obligé de respecter tout un tas de normes et de surtout se fournir auprès de la centrale d'achat de l'enseigne. On a des exclusivités, on appelle ça, donc on est obligé de se fournir chez eux. C'est dans notre contrat de franchise, on n'a pas le choix. Et évidemment, il ne faut pas oublier la redevance, donc les royalties. En franchise, vous donnez une partie de votre chiffre d'affaires hors taxe à l'enseigne pour exploiter le nom du réseau, tout simplement. Donc ça peut être des contraintes. Voilà. L'idée, c'est que ça soit inclus dans votre calcul de marge, tout simplement. Parce qu'il faut savoir que même en tant que franchisé, vous êtes libre de proposer les prix que vous voulez, puisque c'est la loi. Nous, chez Pitaya, il y a 3 gammes de prix. Donc, pour calculer notre marge, en fait, on calcule la marge sur laquelle on veut travailler et on choisit notre gamme qui va en adéquation avec ça, tout simplement. C'est très clair. Merci. Et vous, Richard, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter là-dessus? C'est quoi pour vous, s'il y a une contrainte ou un élément à avoir en tête? Je rebondis par rapport à ce que disait Julien en termes d'obligations. C'est vrai que nous, on a des tarifs, des prix d'appel, ce qu'on appelle, pour certains modèles de base. Alors, on travaille déjà avec 3 marques. Alors, on n'est pas bloqué sur ces 3 marques-là, quoique. Pour l'instant, c'est un réseau assez libre. On n'a pas de centrale d'achat. On n'a rien à ce niveau-là. Ça viendra certainement un jour. Voilà, on a des prix d'appel où les prix ont été négociés pour faire ce genre de prix d'appel et on peut pas baisser. On peut pas dire voilà, je fais 10% pour se lancer un peu plus vite et un peu plus un peu plus vite.
on a quand même certaines obligations au niveau tarif. Il y a une démarche et c'est aussi pour ça qu'on fait une formation administrative. Quand je dis administrative, c'est dans les devis. La forme d'écriture, on va dire entre guillemets, le cadre du devis doit être respecté dans chaque franchise. Donc voilà, il y a des obligations comme ça. Après, c'est vrai que c'est une question d'habitude et on s'y fait vite par rapport à ça. Après, hormis ces prix d'appel, on a des prix autres où là, on peut encore jouer par rapport au secteur où on est, effectivement. Très bien. Là, j'ai une question qui est plus pour Julien, parce que vous, Richard, vous connaissiez bien déjà le marché et le secteur avant de vous lancer. Julien, comment vous avez fait pour un peu travailler votre clientèle, identifier qu'il y avait bien un marché pour ce type de restauration et en tout cas pour cette enseigne? Alors, il y a, comme on dit là dans le commerce, il y a 3 règles de base. Le local, l'emplacement et l'emplacement. Bref. L'idée, le truc, c'est que moi, je savais que l'emplacement que je visais, c'était un numéro 1. À côté du cinéma, pour faire de la restauration, il n'y a pas de souci. Surtout que c'était un emplacement disponible, il n'y avait pas de fonds de commerce à acheter, pas de porte. Donc voilà, là, c'était sûr. Par rapport à ça, je pouvais progresser. Ensuite, j'ai fait une étude de marché en fait. J'ai mandaté un prestataire pour faire une étude de marché. Donc ce prestataire est en lien avec Pitaya, donc il connaît, il avait déjà fait des études de marché pour l'enseigne et ils ont pu me donner un chiffre d'affaires, m'estimer un chiffre d'affaires d'ici 3 à 5 ans, en prenant en compte évidemment, comme de marché, la concurrence, les points de passage à proximité. Et là, j'ai même eu, en fait, avec ce prestataire-là, j'ai même eu un chiffre d'affaires à la journée, à l'heure, avec un coefficient de personnes qui rentreraient dans le restaurant par rapport aux heures de la journée. Et ça a été hyper complet. Évidemment, ça a été plus qu'utile pour aller voir les banques, dans le sens où vous dites, j'ai vraiment une étude concrète sur le chiffre d'affaires prévisionnel que je peux faire. Et au final, ça marche parce qu'en première année, on a réalisé le chiffre d'affaires que me préconisait d'ici 3 à 5 ans. D'accord. Ouais. Voilà. Donc, pour répondre à la question… Ça a coûté un peu. Voilà. Ça m'a coûté 3 000 € pour faire cette étude de marché. Donc, je l'ai lancé quand j'étais sûr de moi, dans le sens où mon local était quasiment signé et que j'étais sûr de l'enseigne avec qui j'allais partir. Parce que vous ne pouvez pas faire des études de marché comme ça. Sur un local à un point A, sur un autre local à un point B, ça vous coûterait trop cher, c'est impossible. Donc voilà, il faut être sûr de soi et c'est vraiment le dernier petit truc qui vous permettra d'aller voir les banques sereinement pour essayer de négocier votre prêt. D'ailleurs, est-ce que du coup, pour vous, la franchise, est-ce que vous pouvez dire est-ce que ça offre un avantage ou pas par rapport aux demandes de financement auprès des banques? Est-ce que c'est un argument qui pèse ou pas spécialement? Je sais que vous n'avez pas forcément d'ailleurs eu la même expérience. Richard, pour vous? En termes de banque, vous parlez? Oui, pour obtenir des financements de banque. Alors, moi, c'est vrai que ça a été assez simple. Alors, c'est vrai que moi, je suis à la Banque Populaire. Ils se disent banque des franchisés. Donc, c'est peut-être pour ça aussi ça a été un peu plus facile. Mais en tout cas, non, ça a été… je pense que ça a été une sécurité pour eux, le fait qu'on soit franchisé, oui. Qu'on soit suivi, qu'on parte pas seul, quoi. Et ça, je pense que c'est hyper important pour une banque. Après, bien évidemment, une banque reste une banque. Je pense que Julien peut le dire aussi. S'il n'y a pas d'apport, il n'y a pas de crédit. Donc, et puis surtout, un business plan bien monté. Mais derrière, non, ça n'a pas été compliqué. Franchement, j'ai fait 3 banques. Enfin, quand je dis ça n'a pas été compliqué. J'ai fait quand même 5 banques, pardon. J'en ai 4 qui m'ont dit non. Et la Banque Populaire m'a dit oui. En gros, j'en ai même qui n'ont même pas regardé le dossier. Donc voilà. Je pense que ça ne les intéressait pas. C'était peut-être pas le style de client qu'ils voulaient. Enfin, toujours est-il, c'est qu'à la Banque Populaire, j'ai pas eu de problème du tout. Ça a été très très simple et très rapide.
ce que j'entends en tout cas dans les deux cas, c'est vraiment qu'effectivement, il ne faut pas hésiter, évidemment déjà à avoir un dossier béton avant et bien préparé, mais surtout aussi à aller voir plusieurs banques parce qu'effectivement, ce n'est pas parce qu'on a 1, 2, 3 refus qu'on en aura à la fin, qu'on ne trouvera pas aussi quelqu'un qui vous suivra dans le projet. Donc ça, c'est important, je pense aussi à dire aux personnes qui nous écoutent. Pour vous, Julien, vous disiez franchise ou pas franchise, c'est pas vraiment ça qui a eu un impact auprès des banques. C'est plus l'ambition du projet, le financement global. Voilà, c'est ça. C'est ça. En fait, moi, mon business plan, il faisait 80 pages. J'avais un prévisionnel comptable fait par mon expert comptable. J'avais l'étude de marché. En fait, je suis arrivé avec des dossiers de fous que je connaissais par cœur vers les banques. Et j'ai quand même eu des refus parce que pour l'aménagement d'un restaurant, c'est beaucoup d'argent. C'est des gros budgets. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est l'avoir travaillé à fond. Il faut de l'argent, c'est obligatoire. Quand les enseignes vous demandent un apport personnel, c'est tout simplement parce qu'elles connaissent le budget d'aménagement, le coût d'aménagement de leurs différentes, de leur structure. Et il faut l'apport requis, il faut l'apport demandé. Et, parce que moi, même avec cet apport-là, j'ai eu des refus. Donc, j'ai retravaillé un petit peu, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'ai fini par avoir des accords de banque. Et au final, je suis retourné voir des banques qui m'avaient refusé avec le projet initial et le gros financement. Et en fait, en leur montrant les accords de banque pour un projet plus inférieur, si vous voulez. Et j'ai eu le gros projet, j'ai eu le gros financement. Donc, il ne faut pas lâcher, il faut aller voir toutes les banques. Quand on nous dit non, évidemment, il faut essayer de comprendre pourquoi et pas hésiter à revenir vers eux pour leur dire, voilà, je ne suis pas d'accord. Regardez, moi j'ai ça, pour que ça puisse fonctionner. Et du coup, la franchise, c'est bien dans le sens où eux, ils vont demander, moi par exemple, ils ont demandé des bilans d'autres restaurants pour savoir un petit peu comment je naviguais là-dessus. Et je leur ai présenté des bilans de restaurants un petit peu équivalents par rapport à mon prévisionnel de chiffre d'affaires. Et ça a joué en fait. Ça a été un des facteurs qui a fait que ça les a rassurés un petit peu. Très bien. Merci. Et alors justement, vous disiez aussi, donc l'un des intérêts de la franchise, c'est cet accompagnement un peu aussi technique, un métier qui est apporté par la franchise. Et au-delà de ça aussi, vous avez tous les deux été accompagnés par BGE, donc plus sur la partie aussi vraiment purement projet entrepreneurial. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cet accompagnement? Quel a été le plus que ça a apporté au-delà de l'aide du réseau? Richard, par exemple, pour vous? Alors, excusez-moi, j'ai pas entendu la. Il y a du bruit dans les écouteurs, c'est. Pardon, je disais juste en complément, donc il y a eu l'appui plus métier du réseau Caltea et l'accompagnement BGE qui était plus sur l'aspect projet entrepreneurial. Ça vous a apporté quoi? C'était quoi le plus de cet accompagnement? Alors moi, ça m'a apporté beaucoup parce que quand on monte, on va dire, une première société et qu'on est au courant de rien, de ce qu'il faut comme déjà le business plan, j'en ai jamais fait. Donc c'est clair que l'accompagnement était plus qu'important avec Monsieur Constantini parce qu'il nous dirige dans ce qu'il faut faire, dans ce qu'il faut noter, dans ce qu'il faut prévoir. Et c'est vrai que sans l'accompagnement, je pense que ça aurait pris plusieurs mois, voire une année complète pour que je puisse finaliser mon business plan avec lui. Ça a été un apport très très important pour moi. Et un suivi, franchement, en or, si je peux dire ça comme ça. Merci. Et vous, Julien, ça vous a apporté quoi? Parce que on voit, hein, c'était très carré. Vous aviez déjà pourtant clairement en tête les différentes étapes. Et donc, ça vous a apporté quoi l'accompagnement d'un réseau comme BGE? Alors moi, je ne connaissais pas vraiment BGE, mais j'ai poussé la porte de BGE très très rapidement au tout début de mon projet, si vous voulez. Donc j'ai été conseillé par Véronique Foin, moi, ici à Nevers. En fait, je pense qu'une fois par mois, je revenais vers elle avec un truc différent au départ. Et on a pu échanger sur les différentes enseignes que j'avais rencontrées. Elle m'a conseillé, mais sans jugement, voilà. Juste, elle m'a mis en perspective certaines choses pour que je me pose les bonnes questions, pour que je puisse, que je me pose les bonnes questions pour savoir si j'allais dans la bonne direction, tout simplement. Donc vraiment du départ, j'insiste là-dessus. Il y avait toujours de la bienveillance, mais des retours concrets,
sur est-ce que vous êtes sûr que vous avez la bonne cible, est-ce que vous êtes sûr que c'est le bon produit, est-ce que vous êtes sûr qu'au niveau rentabilité, ça va marcher. Voilà, elle arrivait toujours à me faire poser les bonnes questions pour que je puisse avancer sereinement là-dedans. Et une fois que j'avais sélectionné l'enseigne, moi, elle ne m'a pas dit vous pouvez y aller ou vous ne pouvez pas y aller. Hein. C'est moi qui décide, je fais ce que je veux. Mais une fois que moi, j'étais sûr de moi, elle m'a accompagné sur le business plan, donnant les outils nécessaires pour créer un truc carré et qui puisse être structuré pour aller voir les banques voilà, avec quelque chose de vraiment structuré. Oui, et c'est Alors vrai que moi, c'est important aussi. Ouais, allez-y, Richard. pardon. Par rapport à BGE, moi, je les avais connus en lien avec la GFIP, hein, comme je suis RQTH. Mais j'avais connu Christophe Constantini par rapport au rachat de société déjà. Donc, il a fait 3 dossiers avec moi. Plus ou moins, on en a commencé 2 qui n'ont pas été finalisés. Donc, ça faisait un moment qu'on se connaissait, on va dire. Donc, c'est vrai que c'était juste pour préciser. C'est vrai qu'on commence à lier. Ouais, c'est pareil, moi, des business plans, j'en ai fait 2. Voilà, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, on se lie avec la personne. C'est pas comme si c'était une personne lambda. On commence à s'apprécier l'un et l'autre, entre guillemets. Moi, je sais qu'avec M. Constantinis, le feeling est très, très bien passé. Et c'est ça aussi qui est important. Oui, comme quoi ça montre aussi que, encore une fois, même si le réseau de franchise peut être rassurant parce qu'ils apportent un accompagnement et une aide sur plein d'aspects, ça reste sur l'aspect métier aussi, mais sur l'aspect plus business entrepreneurial, des experts en création d'entreprise, évidemment, ne vont pas avoir le même apport. Et comme vous le disiez, hein, votre expérience, vous avez refait parfois les business plans, même changer de projet quand voilà, on se rend compte qu'un projet n'est pas forcément le bon. Et c'est exactement ça aussi le rôle d'un conseiller en création d'entreprise. Hein. C'est aussi de vous challenger, de vous faire vous poser les bonnes questions pour vous éviter de vous lancer dans un projet qui va peut-être pas marcher ou qui va peut-être pas vous correspondre. Voilà, donc c'est aussi vraiment ça l'accompagnement. Donc c'est important parce que voilà, on peut se dire aussi, bah, si on se lance avec une franchise, c'est facile. On est aidé, c'est plus facile, on est accompagné, mais c'est pas forcément non plus le même type d'accompagnement et l'un et l'autre peuvent être complémentaires en tout cas. Donc ça, c'est important aussi de le savoir. En termes juste de communication, avant de laisser la place aux questions, comment vous avez travaillé justement de la mise en visibilité de vos commerces, chacun à votre façon? Alors, on a bien compris que l'emplacement, c'était vraiment important. Donc ça, c'est encore une fois, c'est vrai que c'est important de le redire aux personnes qui nous écoutent. Donc déjà, vous avez réussi tous les deux à cocher cette case-là, le bon emplacement qui donne de la visibilité. Et au-delà de ça, qu'est-ce que vous avez fait, et notamment au démarrage, hein, pour vous faire connaître et en quoi la franchise vous a aidé aussi sur ce plan de communication? Peut-être Richard pour démarrer? Alors, moi, j'ai fait pas mal de publicité dans le petit journal du coin, on va dire. Distribution de flyers, réseaux sociaux. Alors, bizarrement, réseaux sociaux chez nous, dans l'Est, en tout cas pour moi, ça n'a pas trop marché. Caltea dans le Sud, ça explose. C'est presque 80-90% de leurs clients. Après, qu'est-ce que j'ai fait publicité dans les magazines. Voilà, et puis après, c'est du bouche à oreille. Hein, et ça, c'est le meilleur. La meilleure publicité que vous pouvez avoir, c'est le bouche à oreille. L'achat d'annonces Google aussi, non? Vous nous aviez dit. Oui, tout à fait, oui, j'ai oublié. Très bien. Je vois que vous suivez. Non, oui, il y avait aussi effectivement ce qu'on appelle le lead, là, des achats Google, pour être, on va dire, dans les premières, quand vous mettez climatisation et que vous êtes dans le secteur de Sarrebourg, pour que le Caltea, alors soit pas forcément le premier, mais on essaye d'être visible, on va dire, au maximum pour justement nous apporter. Je sais que ça, c'est hyper important aussi. Beaucoup utilisent aujourd'hui Google ou autre, Bing et puis compagnie, pour chercher quelle que soit la chose. Donc, si vous n'êtes pas visible là-dessus, c'est un point très important. Je pense que Julien doit être pareil. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est la complémentarité, parce qu'à la fois, vous dites voilà des annonces Google, les réseaux sociaux, mais aussi des flyers dans les boîtes aux lettres et aussi le bouche à oreille. Ça marche très, très bien. C'est important de jouer sur tous les canaux, voilà, et pas forcément. Alors, le bouche à oreille, pardon, je vous coupe. Le bouche à oreille, ça vient forcément, c'est après. C'est quand vous avez commencé à travailler,
que tout le monde apprécie ce que vous faites. Ça vient après, bien évidemment, avec ce qu'on appelle le parrainage et des choses comme ça. Mais la première, la plus grosse, on va dire, le plus gros moyen enfin le plus efficace pour moi, ça a été le flyer. Sans aucun doute. Le flyer a fait beaucoup. Ok. Et alors vous, Julien, de votre côté, le plan de com que vous avez mis en place? Alors nous, du coup, on a un emplacement numéro 1, donc on a mis tout de suite de la vitrophanie sur le local. En plus, on a un local avec beaucoup de vitres, donc on a communiqué déjà là-dessus. Ensuite, on avait un plan de communication avec l'enseigne en fait sur les réseaux, donc Facebook, Instagram, TikTok, tout ça. Donc eux, ils ont des community managers qui arrivent à envoyer des annonces ciblées vraiment. Donc sur les personnes dans un rayon de 10 km autour du restaurant. Donc il y a eu un gros plan de communication locale sur les réseaux. Et ensuite, moi, j'ai fait le reste en faisant de la communication sur les différents journaux de la ville. Donc ça peut être le journal du centre, les magazines et tout ça, où j'avais fait parler du projet. Et du coup, on a parlé de nous, on a parlé de Pitaya. Et en gros, quand on a ouvert le 22 décembre, tout le monde attendait. On a vraiment eu beaucoup d'attentes par rapport à l'ouverture du restaurant. Tout Nevers savait qu'on allait ouvrir cette date-là. Et après, c'est de la communication sur les réseaux au quotidien. On fait un peu de flyers qu'on distribue de temps en temps, mais sans plus. Et puis, j'ai pris aussi un panneau publicitaire, là, un gros 4x3. Mais impossible de quantifier le nombre de clients que ça rapporte dans le restaurant. Donc, je pense que c'est pas vraiment une bonne idée pour moi, en tout cas. Ça marche, merci. Donc oui, important de se faire connaître, que ce soit au moment du lancement, mais aussi après pour fidéliser la clientèle ou aussi aller gagner de nouveaux clients. Et pour terminer, du coup, aujourd'hui, avec le recul que vous avez, qu'est-ce qui vous apporte le plus de satisfaction dans votre activité de chef d'entreprise, chacun? Richard, peut-être, allez-y. Le plus de satisfaction, déjà d'avoir ouvert sa propre entreprise, je pense que c'est important. Et créer de l'emploi. Moi, j'ai embauché 2 personnes. Je pense que ça, c'est aussi important. Même si ça a été difficile d'embaucher. Mais après, une satisfaction, c'est de travailler pour soi et de travailler à sa manière, surtout. Quand je dis à sa manière, moi, j'ai vécu des différentes expériences, que ce soit dans des groupes ou dans des grosses PME. Et ça, je le dis toujours quand on me pose la question. J'ai toujours eu l'impression d'être un numéro, à part quand j'ai commencé, on va dire, dans les années 90, où c'était un peu plus humain, quoique. Mais je trouve que ça a acheté à ce niveau-là. Et de pouvoir gérer son personnel à sa manière, c'est une grosse satisfaction, tout à fait. Et de réussir en plus derrière, ça c'est encore mieux. Merci. Et vous, Julien? Pour moi, c'est un espèce d'aboutissement. C'est pareil, aboutissement professionnel, évidemment. Voilà, j'ai créé ma société. Là, j'ai vu une question passer. Je suis propriétaire de ma société, de mon restaurant à 100%. Donc, voilà, j'ai réussi. Pareil, nous, on a embauché 9 personnes. Donc, pour un salaire, moi, j'ai toujours été salarié avant de créer mon restaurant. J'ai jamais connu autre chose. Donc, au final, je suis fier de ça. Surtout dans des petites villes moyennes comme Nevers, où on dit que le taux de chômage est un peu plus élevé que dans les grosses agglomérations. Voilà, on est content, on a formé des gens, on s'entend bien avec toutes nos équipes. Ça se passe bien avec les clients. En fait, c'est vraiment une fierté au final. C'est une fierté. On est entrepreneur. On a réussi à concrétiser un projet qui a mis des mois et des mois à se concrétiser. Donc voilà, fier de ça. Oui, bien sûr, effectivement, de pouvoir créer de l'emploi, c'est aussi ça, c'est quand même une création de valeur, c'est aussi quelque chose chez BGO auquel on est très attaché et qui donne aussi toute sa valeur à l'entrepreneuriat. Donc, c'est hyper intéressant. Et quel conseil vous donneriez alors à quelqu'un qui hésite ou qui s'intéresse à la franchise mais qui ne sait pas si c'est vraiment fait pour lui? Est-ce que vous auriez un conseil à donner, notamment aux personnes qui sont là avec nous aujourd'hui, Julien?
Eh ben, faut savoir dupliquer un concept, en fait, tout simplement. L'idée, c'est de suivre les règles de l'enseigne. C'est beaucoup de travail pour créer le projet, pour le mettre en œuvre et pour le suivre au quotidien. Et par contre, c'est beaucoup de satisfaction parce que vous êtes libre de tout ça, d'être votre propre chef d'entreprise et de faire votre management et tout. Mais c'est beaucoup de travail. Il ne faut pas hésiter à se remettre en question. Il ne faut pas avoir peur de l'échec aussi. On va aller à droite et en fait, on se rend compte qu'on doit aller à gauche. Voilà, il faut se remettre en question. Il faut continuer de travailler. Et le seul truc, c'est qu'avec une franchise, ils vous demandent donc l'apport personnel. Donc, il faut de l'argent. Économiser de l'argent. Faites en fonction du budget que vous avez aussi. On ne peut pas faire un truc à 600 000 euros. Si vous avez 10 000 euros d'apport, ça ne passera jamais. Donc, voilà. Il faut aussi avoir la tête sur les épaules et faire en fonction de son budget. Oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec Julien. C'est exactement ça. Il faut avoir de l'argent de côté quand même pour se lancer dans une franchise. Déjà le droit d'entrée, même si derrière on a encore la possibilité, entre guillemets, de le mettre dans le crédit, mais derrière ça demande beaucoup d'apports quand même de nous-mêmes, on va dire, financièrement parlant, c'est quand même important. Et encore, je ne sais pas, Julien, je me souviens plus de ton droit d'entrée, mais si, je crois que c'était le double du mien. C'était 30 000, moi c'était 15 000. Encore, nous, à côté, c'est rien. Je veux dire, il y a des franchises, c'est 80 000, 100 000, 150, 200 000. Hein, c'est rien. Après, c'est d'autres projets. Quoi, hein, mais c'est effectivement, il faut penser à cette chose-là qui est très importante. Ça ne sert à rien de se lancer si derrière, on n'a pas les reins solides financièrement, déjà à la base. Même s'il y a une banque, on ne vous prête pas d'argent si vous venez avec un euro. Hein, bien évidemment, ça serait trop beau, ça. Donc, pour résumer, Richard, ce que vous disiez, c'est foncer, mais sans se précipiter. Exactement. Quand je dis foncer, quand je disais foncer au départ, c'est surtout le fait que, après, effectivement, je pense qu'il y a les franchises. Et je pense, comme disait Julien, c'est des bons commerciaux, ils vendent leurs choses, surtout, je pense, dans la restauration rapide. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, c'est des bons commerciaux, ils veulent vendre leurs produits. Comme nous, on veut vendre notre produit, mais il faut savoir choisir. Alors moi, j'ai pas eu trop le choix, entre guillemets. C'est bien tombé. Mais c'est ça, faut foncer, mais avec prudence quand même. C'est pas foncer en fermant les yeux. Faire attention. Mais c'est hyper enrichissant d'avoir un réseau derrière vous. Vous n'êtes pas seul, c'est ça. C'est surtout ça. C'est la question du coup de nos participants, notamment alors Marie-Hélène qui demande si alors non pardon, c'est pas celle-là, celle-là on y a répondu, mais la franchise a-t-elle permis d'avoir une étude de marché précise, analyser le client, la zone de chalandise, c'est ce qu'on disait, c'est pas tant la franchise, hein, il y a vraiment ce travail à faire de votre côté, mais par exemple Julien, vous avez pu vous appuyer sur un partenaire, un prestataire qui avait travaillé avec votre enseigne. Voilà, ils ont travaillé avec l'enseigne. Après, les franchiseurs, si vous voulez, eux, ils veulent des zones. Ils vont regarder par rapport au nombre d'habitants dans la ville ou dans l'agglomération. Mais ils vont avoir une vue aussi sur la concurrence qui existe déjà au sein de l'agglomération que vous visez. Mais bon, il vaut mieux sécuriser tout ça en faisant sa propre étude de marché, dans le sens où il y a des enseignes qui veulent s'implanter très très vite et partout. Et est-ce que le projet sera viable dans le temps dans des villes où il y a beaucoup de concurrence ou alors sur un emplacement moyen ou sur des petites villes, voilà. L'étude de marché, ça permet vraiment de se rendre compte si le projet reste viable. Ça, c'est très important ce que Julien vient de dire parce que par rapport à sa situation où il n'était pas du tout dans la restauration, et c'est vrai que quand vous n'êtes pas du métier, c'est important de faire une étude de marché. Quand vous êtes du métier, que vous connaissez en plus votre secteur comme moi, où moi j'ai été plus loin que le secteur que je fais aujourd'hui. J'ai fait toute l'Alsace-Lorraine, en gros, à l'époque. Donc je connaissais un peu les concurrents ou les confrères, je préfère dire confrères. Donc j'avais déjà un peu l'étude en tête, j'avais pas besoin forcément de faire une étude de marché
autre que le réseau a fait aussi également. J'avais juste à la limite à regarder ce qu'ils avaient fait et ça correspondait bien. Alors, autre question de Marie-Hélène. Est-ce que quand on intègre une franchise, on est bloqué en termes d'idées de développement ou est-ce qu'on peut proposer aussi et s'exprimer quant à la vision? Alors là, en l'occurrence, Marie-Hélène parle aussi d'un restaurant, mais je pense que c'est valable peut-être sur d'autres choses. Et effectivement, je pense que ça, c'est un point vraiment important pour savoir si la franchise c'est fait pour soi ou pas. Julien, qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben, pendant ce webinaire-là, j'ai reçu un mail de l'enseigne où j'ai rendez-vous pour une réunion franchisé-franchiseur bientôt. Là. L'idée, c'est que l'enseigne reste quand même maître sur les recettes, sur les produits, sur les nouveautés. Après, nous, on peut faire remonter des infos, évidemment. On peut leur dire non sur des OP qu'ils pourraient mettre en place ou sur des choses. On peut dire non. Moi, je sais qu'il y a des franchisés qui ne veulent pas faire certaines recettes parce que ça leur fait perdre trop de temps en rush, par exemple. Nous, on le fait parce qu'on a choisi d'apporter un service maximum à tous nos clients. Voilà, la franchise, faut respecter le concept de la franchise de A à Z si on veut bien s'entendre avec eux. Et si on a des choses, si on a besoin de s'exprimer et qu'on veut mettre certaines choses en avant, il y a des conseillers de franchise qui sont là pour ça, pour faire remonter les infos. Et puis vous pouvez parler à la tête de réseau sans problème dans toutes les enseignes pour faire remonter certaines, enfin pour exprimer ce que vous souhaitez faire ou pas faire au sein de l'établissement. Dans la continuité, il y a Stanislas qui demande si avec une franchise, il y a des clauses d'exclusivité ou si vous pouvez ouvrir aussi une franchise dans un autre secteur en parallèle. Alors oui, enfin chez nous, je sais que on peut ouvrir une autre franchise. Après, je pense que avant d'ouvrir une autre franchise, il faut déjà stabiliser la première. Mais bien évidemment, enfin, en tout cas chez nous, je ne sais pas chez Julien, mais chez nous, on a la possibilité, bien évidemment, si le secteur est libre, de monter une autre franchise proche du secteur où on est, bien évidemment, parce que ça ne serait pas d'ouvrir une franchise dans les Pyrénées pendant que je suis dans l'Est. Mais ça ferait un peu loin. Mais nous, c'est de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Ouais. Et ça dépend des têtes de réseau, tout simplement, ça dépend des enseignes. Alors moi, j'ai que Pitaya et j'ai une clause de non-concurrence dans la cuisine thaï, point final. Je vais vous parler du franchisé de Pitaya de Bourges, qui est pas très loin de chez nous. Donc il a Pitaya, il a Otakos, il a Pizza Hut, il a un magasin qui s'appelle La Chaise Longue et il a une salle de sport, je ne sais plus c'est quoi le nom. Voilà, donc en gros, il fait ce qu'il veut. Autre question, est-ce que la franchise vous a imposé un statut d'entreprise, j'imagine? On a souvent des questions sur ce point-là. Pour ma part, non. Non, moi j'ai fait mon statut d'entreprise avec mon comptable. C'est lui qui m'a conseillé et seulement lui. Exactement, ouais. Comme moi. Merci. Après, il ne faut pas oublier une chose, c'est comme Julien, c'est notre propre entreprise. Hein. Vous prenez une franchise et voilà, on ouvre notre entreprise pour ouvrir une franchise. Moi, je sais que, enfin, moi, c'est mon personnel. C'est pas le réseau qui va licencier un de mon personnel parce que il aime pas. C'est mon entreprise, c'est pas Caltea, j'utilise en quelque sorte le process et puis le nom et le process du réseau, mais pas en termes de statut ou de personnel, ça c'est le mien. Quoi. Enfin, c'est le mien. Ça fait un peu trop. Oui, mais c'est votre entreprise. Voilà, tout à fait. Ok. Et juste pour revenir, on y a répondu pendant un peu l'échange, mais donc Stanislas qui pose la question par rapport aux redevances et à ce qui est reversé à la franchise, est-ce que ça ne pénalise pas, ça ne vous pénalise pas dans vos rémunérations? Donc, en tout cas, moi, ce que j'ai entendu dans vos réponses, c'est bien qu'effectivement, il faut prendre ça en ligne de compte dans le calcul de sa marge au départ, quoi. Je me trompe ou pas? Tout à fait. Ah mais c'est ça, c'est complètement ça. Si ça vous pénalise dans vos rémunérations, clairement oui.
mais vous le comptez dans votre marge, donc vous le récupérez ailleurs de toute façon. Mais moi, par exemple, s'il n'y avait pas écrit Pitaya sur la devanture de mon restaurant, mais un nom Cuisine Thaï Nevers, par exemple, bah, je ferais peut-être 10 fois moins de chiffres. Donc voilà. Il faut juste le rentrer en compte dans son calcul de marge pour la rentabilité du resto. Et après, une fois que vous avez versé vos redevances, votre pourcentage obligatoire qui est écrit dans votre contrat de franchise, bah après, tout ce qui reste, c'est pour vous. Il n'y a pas de souci. Très bien, je refais le tour, mais on a répondu déjà à beaucoup de questions et je vois qu'il est 16 heures. Merci encore d'avoir répondu avec autant de franchise, sans mauvais jeu de mots, sur la franchise. Voilà, pour ces réponses aussi précises. Et voilà, ces témoignages, j'espère qu'ils auront permis aux personnes présentes de pouvoir avancer dans leur réflexion. Donc, du coup, on a mis dans le chat le lien vers les sites internet de vos entreprises, s'il y en a qui veulent creuser un peu le sujet, et puis aussi vos portraits, puisque Richard et Julien donc, sont des talents BGE de la création d'entreprise qui ont fait l'objet d'un portrait vidéo il y a quelques temps, si vous voulez aller en découvrir un peu plus et voir aussi l'intérieur de leur restaurant et showroom. Et donc, juste pour vous dire, le prochain webinaire talent, c'est le 2 mars. Ce sera sur la Silver Economy, un autre secteur en pleine croissance. Et puis aussi, n'oubliez pas, il y a un salon, le prochain salon de la franchise, en tout cas à Paris, qui aura lieu là du 19 au 22 mars, en tout cas autour du 20 mars. Donc, si vous êtes intéressé par la franchise, ça peut être aussi l'occasion, justement, comme le disait Julien, d'aller vraiment parler avec plusieurs enseignes et creuser un peu aussi certains réseaux, voir ce qui pourrait vous correspondre. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. On a notamment notre partenaire Pôle emploi qui sera présent et qui pourra aussi, qui va organiser des conférences et pourra répondre à vos questions. Et voilà, merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Surtout, merci à Julien et Richard d'avoir pris ce temps pour partager avec d'autres entrepreneurs sur vos expériences. Si on vient à Nevers ou à Sarrebourg, ça donnera l'occasion de venir vous voir, puisqu'on sait qu'en plus, on ne peut pas vous rater. Pas de souci. Merci beaucoup. Donc, le replay du webinaire sera accessible sur notre site et sur notre chaîne YouTube dès demain pour ceux qui n'ont pas pu tout voir ou qui voudraient revoir les réponses aux questions posées. Et merci encore à vous. À très bientôt. Bonne fin de journée. Merci vous aussi. Merci. Au revoir.